On l'a appris cette nuit, selon des médias russes. Eh bien, une base aérienne aurait été touchée par des drones sur le territoire russe. Vous voyez donc les premières images. Regardez ce communiqué de l'agence TASS. Lundi, donc aujourd'hui 26 décembre, vers 1h35, heure de Moscou, un véhicule aérien sans pilote ukrainien, dit bien sûr cette agence russe, a été abattu à basse altitude alors qu'il s'approchait de l'aérodrome militaire d'Engels dans la région de Saratov. À la suite de la chute de l'épave du drone, 3 militaires russes de l'état-major technique qui se trouvaient sur l'aérodrome ont été mortellement blessés, a précisé le ministère russe. Alors une chose au départ, général Perruche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est bien sûr sur le territoire russe, mais c'est également la même base qui a été touché déjà début décembre. Ça veut dire que ça reste aujourd'hui véritablement un objectif, cette base. Absolument. Bon, il y a à la fois une logique et une légitimité pour les Ukrainiens à frapper ce type d'objectif. D'abord, ils sont bombardés chez eux, donc il n'est pas totalement illégitime qu'ils répliquent un peu de la même façon, sauf que eux ne tirent pas sur des zones urbanisées, mais tirent sur des cibles d'intérêt militaire. Et là, on voit bien que cette base, effectivement, c'est la deuxième fois qu'elle est attaquée, par des moyens d'ailleurs un petit peu différents, et donc dont l'objectif est à la fois d'instaurer l'insécurité pour les Russes qui se trouvent sur ces bases-là, et d'autre part, priver les Russes d'un certain nombre de ravitaillements ou d'équipements qui pourraient s'y trouver, qui pourraient être acheminés vers le front. Oui, c'est ça. Alors, Claude Blanc-Maison, quand on voit aujourd'hui, ce sont les Russes tout de suite qui ont dit que c'était des drones ukrainiens. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. En tout cas, c'est assez étonnant de voir ça, cette guerre portée sur le territoire russe. Est-ce que l'objectif, il est là, comme a dit le général, c'est-à-dire, faire des dégâts, et deux, aussi dire qu'ils peuvent marquer, c'est à peu près à 300 km de la frontière ukrainienne, donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi installer, entre guillemets, un conflit sur le territoire russe? Je crois qu'il faut d'abord faire une remarque générale, c'est-à-dire que les Ukrainiens observent une certaine retenue, parce qu'en effet, ils ont tout à fait le droit légitime d'aller frapper des bases militaires russes, puisqu'ils sont eux-mêmes bombardés. Mais ils observent une relative retenue, et on avait l'impression que les Américains les encourageaient dans cette voie. Deuxièmement, les Américains sont très attachés à ce que, si ça arrive par hasard, si les Ukrainiens, dans leur autonomie de décision, le font quand même, il ne faut pas qu'ils le fassent avec des armes américaines. Ça, voilà. Ah oui, alors ça c'est très important parce que les Américains ne veulent pas être impliqués là-dedans. Alors ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que les armes qui sont fournies à l'Ukraine sont des armes pour se défendre et effectivement c'est un petit peu compliqué sans doute de tracer cette limite. Et puis troisième élément, c'est ce que vous venez de dire en effet, eh bien, ça introduit une relative insécurité. C'est-à-dire qu'ils se rappellent au bon souvenir périodiquement des Russes en disant on peut frapper. Et on peut frapper loin de la frontière. On peut même frapper dans des endroits très sensibles, psychologiquement, politiquement très, très, très connotés. Et on va continuer à le faire de temps à autre. Oui, d'abord, cette base de bombardier stratégique Engels 2 se trouve à 870 km de Kharkiv. Ce n'est pas 300 km, c'est 870 km. Parce qu'auparavant, je parlais de ça, pourquoi je disais ça? Parce que le 6 décembre, quand ça a été frappé, c'était aussi une base, à 600 km. Voilà. Donc, déjà, imaginez, donc, les Russes disent qu'il y a un drone ukrainien qui a été abattu juste donc, au-dessus de la base. Donc, on pose la question quand même sur l'efficacité du système antidéfense aérien russe. Parce que ces fameux S-300 qui sont soi-disant meilleurs que Patriot. Mais bon, on peut dire que, ce que je sais, le général m'a confirmé, que le problème du système de défense aérienne russe, c'est qu'il y a des gros machins comme S-300, S-400 qui sont censés plutôt abattre des grosses cibles. Oui. Et donc, quand vous envoyez un petit drone, donc c'est compliqué de l'abattre, mais ça montre que c'est pour la deuxième fois que ça se passe, première fois c'est 5 décembre, donc ce qu'avec les Russes, ils n'ont pas tiré des leçons, donc que les Ukrainiens peuvent traverser, ou 700, ça dépend d'où vous comptez. Ouais. Donc c'est quand même, ils n'arrivent pas à intercepter ce drone. Et la dernière chose, quand même, c'est effectivement la cible complètement légitime, parce que c'est des bombardiers stratégiques qui sont utilisés par la Russie pour justement bombarder l'Ukraine. Donc c'est vraiment la cible légitime. Et ça aussi, donc peut-être, je ne sais pas si les Russes ne communiquent pas, est-ce qu'il y a des bombardiers qui étaient touchés, en décembre, il y a un bombardier qui est touché. Et deuxième chose, quand même, ça perturbe la logistique des Russes, parce que maintenant, ils sont obligés de prendre ces bombardiers, de les renvoyer sur une autre base. Donc c'est quand même, c'est complètement légitime, justifié, et c'est efficace. Oui. Alors justement, Margot, aussi, on le voit très bien depuis, à chaque fois qu'en fait, que l'Ukraine
entre guillemets, il faut toujours mettre des guillemets parce qu'on ne sait pas qui a frappé le drone, on est toujours surpris quand ils exportent ça. Et pourtant, on voit bien, les objectifs sont doubles, en effet, militaires et psychologiques. Oui, on voit bien cette stratégie de déstabilisation. On l'a vu quand la Crimée, par exemple, a été frappée, à quel point cet été, notamment avec les touristes. Exactement, mobiliser les forces de renseignement russes, à quel point ça a préoccupé les Russes à ce moment-là. Donc, il y a une volonté de déstabiliser les Russes en faisant ça, en frappant à l'intérieur du territoire russe, mais également de concentrer leurs forces sur d'autres objectifs. On voit avec la bataille de Bakhmout à quel point c'est un combat extrêmement difficile entre l'Ukraine et la Russie, avec les forces Wagner qui sont actuellement sur le terrain et à quel point c'est un combat extrêmement difficile. Donc une volonté de frapper sur le territoire russe, ça permet aussi de déstabiliser leur stratégie et de les faire regarder ailleurs. Et Anastasia Kirilenko, aussi le fait de frapper en Russie, est-ce que ça ne peut pas de temps en temps aussi avoir l'effet inverse? En gros, c'est de mobiliser tout simplement les Russes en disant vous voyez comme ces gens-là sont dangereux, ils frappent même chez nous. Non, mais les Russes sont déjà mobilisés. Vladimir Poutine a prononcé le mot guerre, donc il n'y a rien à perdre. Mais on est perplexe parce que d'un côté, l'Ukraine demande des lance-roquettes multiples à la portée de 300 km aux Américains en disant on n'a pas ces armes. Et ensuite, l'Ukraine frappe quand même. Oui. Donc, il y a une surprise avec quoi et combien l'Ukraine a de drones en fait. Est-ce qu'il y a des fournitures secrètes, des armes, ou bien comment elle le fait? Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Général Jean-Paul Péruge. Oui, l'Ukraine n'est pas restée inactive depuis le 24 février dans le domaine des capacités à produire des systèmes d'armes et des systèmes d'armes qui sont adaptés à la situation. C'est pour ça que maintenant, effectivement, la retenue qui était exigée par les Américains à l'égard de frappes éventuelles sur le territoire russe va devenir de plus en plus difficile à lire, en ce sens qu'on va voir de plus en plus de ce genre de frappes produites par des missiles, alors de conception soviétique au début, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu déjà le 6 décembre quand ça avait été frappé. On s'était rendu compte que c'était des drones soviétiques, on va dire, améliorés, non? Oui, mais c'est ce que disent les Russes, mais effectivement... C'est pas le cas, d'après vous? Non. Je pense que c'est les anciens qui parlent anciens drones russes, c'est ridicule parce qu'ils sont utilisés, c'est impossible qu'ils volent à cette distance-là. Donc, en Ukraine, on est très critique par rapport au Ukroboronprom, c'est-à-dire la société d'État chargée de toute la défense, secteur industriel et militaire. Mais quand même, ce qu'on sait, qu'ils ont quand même, les Ukrainiens ont réussi à produire eux-mêmes les drones, complètement leurs drones à eux, on cache l'information, évidemment, on ne dit pas, qui sont utilisés justement, parce qu'il y avait un petit message de Boudanov, le chef de renseignement militaire, qu'on va faire un petit cadeau aux Russes. Et que préparez-vous. Donc, c'était au début décembre. Donc, ils ont utilisé ça une fois, ils ont utilisé une autre fois. Donc, c'est des drones ukrainiens. Donc 100% ukrainiens? Oui, parce que les Ukrainiens, quand même, ils sont capables, on a fait des missiles SS-20, donc l'Ukraine, quand même, a un secteur militaire assez puissant. Donc, c'est pas si compliqué de produire un drone. Si l'Iran arrive à produire les drones, pourquoi pas les Ukrainiens? Donc, tout à fait. Les premiers missiles qui ont été tirés sur Ryazan, il y avait un fuselage d'ancien Tupolev 31, qui est un missile de l'époque soviétique, mais évidemment adapté avec des transpondeurs. Enfin, on a détaillé comment la technologie avait évolué et comment les Ukrainiens avaient réussi à produire un missile qui trahissent complètement les systèmes de déception. Parce que ce qu'on a dit souvent aussi, c'était que c'était les Turcs qui fournissaient aussi des drones aux Ukrainiens. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en plus, les Ukrainiens ont leur propre force de drones? Oui, parce que maintenant, on est depuis longtemps, on a un besoin, il y a un vrai débat en Ukraine. Pourquoi l'Ukraine, un pays quand même assez développé, ne produise pas les drones à eux-mêmes? Donc, et depuis plusieurs années, depuis le début de la guerre surtout, on fait des efforts énormes. Il y a beaucoup de producteurs privés, il y a des gens qui essaient de se fournir à l'Occident, qui produisent une panoplie des drones, des petits drones de renseignement, des drones kamikazes, de tous les sortes de drones, parce que c'est la guerre des drones. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très très efficace. Et justement, l'Ukraine a l'avantage sur ce plan-là par rapport aux Russes, parce qu'on peut utiliser les drones. Maintenant, les drones font partie de la guerre. Ou les drones renseignement, drones kamikazes, et tandis que les Russes, ils ont un manque des drones. Et on voit qu'ils envoient par des vagues des prisonniers pour faire le repérage, au lieu des drones. Et Margot, c'était véritablement, on disait toujours au début, c'était plutôt en effet la Turquie qui fournit aux Ukrainiens et l'Iran donc pour la Russie. Aujourd'hui, c'est vraiment les drones iraniens aussi du côté russe. Oui, les drones iraniens, les Bayraktar et Shahed. Bayraktar, c'est les Turcs, qui étaient nommés comme redoutables. Et quand on avait eu d'ailleurs sur l'un de nos plateaux l'ambassadrice d'Israël en France, on lui avait posé la question de savoir si les Israéliens avaient fourni
quelconque renseignement pour dire où se trouvaient justement ces fameux drones iraniens. Elle nous avait répondu que ce n'était pas le cas, mais qu'ils avaient fourni un système d'alarme pour dire à quel moment le drone iranien allait frapper et que c'était un renseignement extrêmement important pour les Ukrainiens. Et on se souvient aussi qu'il y avait eu des formateurs, selon les Américains, des formateurs iraniens qui seraient présents en Crimée également par rapport à ces drones. Alors je voudrais vous montrer une séquence diffusée sur la télévision russe. Tout à l'heure, on parlait du fait que, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement russe craint ces attaques de drones sur son territoire, c'est-à-dire la guerre portée sur le territoire russe. Vous allez voir que la télévision russe qui fait toujours dans la légèreté et surtout dans la modestie, surtout qui ne fait pas du tout peur, pense de ces drones russes. Ils pensent que ça peut même aller encore plus loin. On les écoute. Ce ne serait absolument pas surprenant. D'abord, c'est évident que du point de vue des forces armées ukrainiennes et leurs renseignements, viser des cibles potentielles à Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est intéressant. Et deuxièmement, c'est malheureusement tout à fait possible, puisqu'ils ont déjà attaqué des sites stratégiques militaires et des bases aériennes en Russie dans les régions de Saratov et de Ryazan. Nous ne devrions pas être surpris s'ils élaboraient rapidement un tel plan et s'ils le mettaient en œuvre. Voilà, Claude Blanche-Maison, on a l'habitude maintenant de ces talk-shows qu'on voit depuis le 24 février, en effet, qui sont le relais de la propagande aujourd'hui du Kremlin. Pourtant, est-ce qu'il serait inenvisageable de voir aujourd'hui des drones ukrainiens, en effet, sur la capitale russe ou sur Saint-Pétersbourg? Alors je crois que là, ça vise à préparer l'opinion russe, en effet, parce que ça va sans doute arriver, mais pas sur des objectifs civils, sur des objectifs militaires. Il y a des usines militaires, évidemment, dans la région de Moscou, et il y en a d'autres dans la région de Saint-Pétersbourg. Donc je ne pense pas que les Ukrainiens s'amusent à tirer sur des objectifs civils, ce serait complètement contre-productif, évidemment, mais il y a un nombre d'objectifs militaires qui peuvent être visés assez facilement, bien que, en effet, il doit y avoir des systèmes de défense anti-aérienne assez sophistiqués autour de Moscou. Oui, c'est ça, Karinko. C'est intéressant comment la propagande russe coïncide avec, pour l'instant, quand même des vœux pieux des Ukrainiens sur les réseaux sociaux. À Noël, ils ont partagé massivement une carte de vœux où il y a effectivement des drones ou des missiles qui tombent sur le Kremlin. Oui. Là, pour l'instant, je pense qu'il n'y ait pas de ce danger, mais bien sûr, ça peut arriver. Comme Poutine posait la question, et c'est qui a commencé? Bon, il prétend que c'est l'Ukraine qui a commencé, mais bien sûr, tout le monde voit que c'est pas ça. D'ailleurs, même sur ces shows de propagande, il y a parfois de la panique et des contradictions. Il y a des propagandistes qui disent, vous savez, Kherson, c'est pas à nous. Donc c'est et à la surprise générale du présentateur, mais comment, si c'est d'après la Constitution, c'est quand même russe. Non, les Ukrainiens ne croient pas ça. Donc c'est très intéressant de suivre ces talk-shows, effectivement. Ouais, alors, Général Jean-Paul Perruche, tout à l'heure, Claude Blanche-Maison en parlait, mais quelle est la position aujourd'hui des alliés par rapport à ces attaques hors territoire des Ukrainiens? On voit qu'ils ne les soutiennent jamais, et en même temps, ils se disent qu'il faut le faire ou pas? Je dirais qu'il y a quand même un problème qui est presque moral pour les alliés qui soutiennent les Ukrainiens. C'est retenir le bras des Ukrainiens pour qu'ils ne frappent pas en territoire russe pour les conséquences éventuelles que ça pourrait avoir sur l'escalade et éventuellement les risques nucléaires. Mais d'un autre côté, on ne peut pas tolérer de voir l'infrastructure de ce pays, plus des morts tous les jours, provoqués par les bombardements russes, sans réagir. Donc le moins que l'on puisse faire, c'est quand même de donner le maximum de moyens de défense anti-aérienne aux Ukrainiens, de manière à ce qu'il y ait le minimum de tirs russes qui soient efficaces sur les cibles. C'est ça. Et donc, l'idée selon laquelle les moyens occidentaux ne sont pas utilisés contre le territoire russe, ce que disait l'ambassadeur tout à l'heure, mais les moyens ukrainiens, ça relève de la souveraineté de l'Ukraine de les utiliser. Donc, je crois que la position aujourd'hui des Occidentaux, c'est ça, et des Américains en particulier, c'est de dire, nous, nos moyens, on met une restriction pour qu'ils soient utilisés sur le territoire russe, mais on ne va pas empêcher les Ukrainiens de se défendre. Oui, mais récemment, le général James Holmes, le général américain, disait justement qu'on surestime la menace de l'escalade. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que les Russes peuvent faire plus? Ils bombardent déjà les écoles, les hôpitaux, les infrastructures civiles.
en utilisant des bombes à phosphore. Donc, ils ne peuvent pas recourir aux armes nucléaires parce que les Américains l'ont bien prévenu, dans ce cas-là, ils vont intervenir. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus? Si l'Occident fournit aux Ukrainiennes des attaques, ces fameux missiles qui tirent à 300 km, s'il fournit même des chars et les avions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus? Oui. Ils ont déjà tout fait. C'est-à-dire, de quoi, si on parle de l'escalade, de quelle escalade, qu'est-ce qu'on peut encore imaginer? Non, on n'a pas. Attendez, pardon. Il faut quand même imaginer que ces interventions, ces bombardements ukrainiens sur le territoire russe, j'allais dire russe historique, pour parler comme Poutine. On va en parler tout à l'heure de ce terme. Que ça allait s'intensifier, parce que effectivement, c'est une extension du champ de la guerre, une extension géographique. Dans le fond, les Américains ont quand même tout fait au début pour contenir les combats sur le territoire ukrainien. Bien sûr. Mais effectivement, l'argument moral fait qu'ils ne peuvent pas empêcher les Ukrainiens d'envoyer des drones, bombarder des objectifs militaires en Russie, si le matériel est complètement ukrainien. Mais c'est une extension géographique du champ de la guerre. C'est donc une escalade, bien entendu, sachant que par ailleurs, les Russes ont tout fait pour étendre le champ de la guerre à tous les secteurs, voilà, les secteurs économiques, les secteurs, etc., et qu'il y a effectivement un interdit sur le nucléaire. Poutine et ses affidés ont vaguement menacé à plusieurs reprises, mais il est clair que ça a une faible crédibilité, compte tenu du fait qu'à ce moment-là, le mécanisme de la dissuasion qui fonctionne entre Moscou et Washington se met en marche et qu'on voit bien que ça fonctionne. Oui. Parce que ça voudrait dire destruction mutuelle. Et puis que par ailleurs, les Chinois ont interdit aux Russes d'utiliser le nucléaire. C'est ça, oui. On est dans une véritable guerre par procuration. On le voit bien que les Américains essaient de faire cavalier seul tout en protégeant cette alliance de l'OTAN. Il l'a dit lui-même, Joe Biden, quand il a reçu Volodymyr Zelensky. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec la Russie, mais ça semble quand même être un petit peu la même chose. Exactement. Il refuse d'envoyer des armes offensives par principe moral, comme on le disait, mais en envoyant les patriotes, c'est un peu comme tester la limite de Vladimir Poutine à chaque fois. Jusqu'où on peut aller dans les armes à quel point défensives. ils ont mis du temps, d'ailleurs, à les donner, ces patriotes. Exactement, ils ont mis du temps, justement, parce que, à mon avis, ils essaient de tester la limite de Vladimir Poutine, jusqu'où il ira, jusqu'où on peut aller en fournissant des armes défensives à l'Ukraine, sans que pour autant Vladimir Poutine attaque d'une autre manière. C'est vrai, Karine Nico. Oui, pour l'instant, il y a l'escalade avec d'autres régimes, comme avec l'Iran. Par exemple, l'automne se hausse entre l'Ukraine et l'Iran, parce que l'Ukraine a dit qu'elle allait peut-être bombarder des usines de production de drones. Et l'Iran a répondu, dans ce cas-là, on va induire l'Ukraine au Moyen-Âge. Mais c'est ce que les Russes ont promis aussi. C'est inquiétant dans le sens, ces régimes comme l'Iran et la Corée du Nord, ils voient ce que la Russie fait et bien sûr, après ça donne... C'est tentant aussi pour eux. J'ai un peu, vous vouliez préciser. Oui, je pense qu'au cœur de la problématique, il y a tout de même cette idée selon laquelle on veut éviter, côté occidental, de montrer que c'est une guerre de la Russie contre l'OTAN, ou contre les pays de l'OTAN, ce qui revient aux mêmes choses. Donc, on veut éviter que des moyens, des systèmes de feu en général, occidentaux puissent être utilisés sur le territoire russe. C'est ça le problème. Parce que Poutine essaye depuis longtemps de dire on n'est pas en guerre contre l'Ukraine, on est en guerre contre l'OTAN. C'est son scénario, en effet, on le verra tout à l'heure dans une allocution qu'il a encore redit hier. Voilà, donc l'escalade, la marche d'escalade dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément celle-là, c'est qu'il y a un degré, à partir du moment où on donne de l'ATACMS, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'ATACMS ? L'ATACMS, c'est le missile qui tire à 300 km à partir des HIMARS, D'accord. MLRS. Okay. À partir du moment où on donne ça, alors là, il est clair que des moyens occidentaux utilisés par l'OTAN sont en train de tirer sur la Russie. Et le narratif de Poutine peut être alimenté par ça. Juste une remarque. Ce qui nous a enseigné l'accident en Pologne avec ce missile qui est tombé, justement que la Russie a peur d'entrer en conflit avec l'OTAN. Ils vont éviter à tout prix. Donc quand vous dites que Poutine ne veut pas faire la guerre, il fait la guerre à l'OTAN, non, au contraire, ils ont peur parce qu'ils comprennent très vite une position de faiblesse, que si vraiment l'OTAN entre en guerre, ils vont perdre. Donc, et pour moi, je pense que cette position de l'Occident, de la non-co-belligérance stricte, il n'est pas efficace. Parce que si on donnait aux Ukrainiens le Patriot il y a 3 mois, si on donne aujourd'hui les systèmes, les missiles ATACMS, si on donne même des chars et des avions, ça ne changera rien par rapport à ce que peut faire Poutine. Il n'y a plus parce qu'on est déjà dans l'escalade extrême.
concernant les Russes. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, je répète. Pour reprendre ce que vous venez de dire tous les deux, c'est qu'on joue vraiment sur la définition de co-belligérance. Medvedev est actuellement en Chine jusqu'à demain, je crois. Et il a dit qu'à partir du moment où les patriotes arrivaient sur le territoire ukrainien, si des soldats de l'OTAN accompagnaient ces patriotes sur le sol ukrainien, eh bien, ils deviendraient des cibles. Et la Maison-Blanche s'est empressée de dire qu'aucun soldat américain n'allait accompagner ces patriotes. Donc on joue vraiment sur les mots, parce que la co-belligérance, c'est quoi? C'est à partir du moment où vos troupes sont sur le sol, sur les terrains de guerre. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et la Maison-Blanche veut vraiment se tenir à ça. Mais Medvedev, vous avez cité Medvedev. Alors Medvedev, je rappelle juste un ancien président, ancien Premier ministre, et aujourd'hui il dirige le parti Même, vous savez, ce Medvedev, il était libéral. Oui, tout à fait. Oui. Il avait remplacé Vladimir Poutine, qui était devenu Premier ministre, et à l'époque, il était considéré en effet beaucoup plus libéral que Vladimir Poutine. Oui, et après, il était devenu de nouveau Premier ministre. C'est comme si maintenant, il essayait de se faire pardonner en disant moi aussi, je suis dur. Ne me c'est ça. Pas. Mais ça veut dire que pas tout le monde, même en Russie, soutient Vladimir Poutine. Par exemple, le Premier ministre Mishustin, on ne le voit pas. Et il y a d'autres fonctionnaires au gradé qui ne se prononcent pas à la télévision, ce qui laisse penser que peut-être ils n'aiment pas ce qui se passe. Donc moi, à la place des Occidentaux, j'aurais fait aussi des renseignements en ce qui concerne le régime de Poutine de l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment si menaçant que ça? Est-ce que tout le monde se rallie derrière Poutine? Oui. Claude Blanchison. Je crois qu'il y a en effet un vrai débat actuellement, et on le voit sur tous les plateaux de télévision. Il y a un vrai débat. Est-ce qu'il y a vraiment une ligne rouge du côté des Russes? Jusqu'à présent, on a vu que cette ligne était flottante, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée au fur et à mesure qu'on montait en gamme dans ce qu'on transmettait à l'Ukraine comme armement. Mais effectivement, les Ukrainiens ont tendance à dire, dans le fond, la Russie, tigre de papier, il n'y a pas de ligne rouge, on peut y aller, on peut envoyer des chars, des engins d'attaque, faire la percée déterminante maintenant, et puis comme ça, on en aura terminé avec cette guerre. Alors ça, c'est quand même un pari un peu risqué. C'est possible, ils ont peut-être raison. Mais on n'en sait rien, c'est ça le problème. On n'en sait rien, et effectivement, la stratégie qui a été adoptée par l'OTAN et par les Américains et par les alliés des Américains, c'est de monter en gamme très progressivement et de voir quel est le degré de réaction de la Russie. Sur le plan verbal, il est toujours maximum. Bon, ça, c'est pas grave. Ça sera pareil pour les fusées qui vont aller, les antimissiles qui vont arriver, les patriotes. Les Russes crient beaucoup, mais ils font rien parce qu'ils peuvent d'ailleurs rien faire. Bon, ils dévalorisent l'arme en disant que c'est une arme ancienne, ce qui n'est pas vrai puisqu'elle a été modernisée. Mais bon, ça sera purement verbal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est, par exemple, si on envoie des chars de l'OTAN. Pour aider les Ukrainiens à faire la percée sur le front aujourd'hui, quelle sera la réaction? Personne n'en sait rien. Et c'est pareil pour les attaques et pour... Mais souvenez-vous, la ligne rouge au tout début du conflit, c'était les avions. Parce que les Ukrainiens réclament aussi des avions, évidemment. Donc je crois que c'est quand même peut-être plus sage de monter en gamme très progressivement et à chaque marche, à chaque étape, d'évaluer la réaction russe pour ne pas se retrouver un jour devant un dilemme plus ou moins nucléaire, qui serait peut-être difficile à gérer. Bon, en tant qu'Ukrainien, je dirais pas que la Russie, c'est un tigre en papier, c'est plutôt colosse à pied d'argile. Mais ce que je voudrais dire, que la Russie, vraiment, Poutine, il comprend que le langage de la force. C'est l'ancienne, si vous voulez, criminel du banlieue de Saint-Pétersbourg. Donc, comment vous faites? Vous menacez d'abord, chaque fois, quand c'est patriote, c'est la même chose. On vous menace. Donc, si vous utilisez les patriotes, on vous menace, on va utiliser l'arme nucléaire. Ensuite, quand on voit bien qu'on ne recule pas, on minimise le danger. Ces patriotes, on a SS-300 qui sont beaucoup plus performants, on n'a rien. Après, on dit qu'on va les détruire. Donc, c'est toujours ça, la logique d'un voyou. C'est-à-dire, il essaye de vous menacer. Ensuite, quand il voit que vous résistez, il recule. C'est ça, ouais. Parce que Poutine s'est discrédité déjà 1000 fois. Oui, il fait autre chose. Mais il faut aussi rappeler qu'une batterie de patriotes ne suffira pas à gagner cette guerre. C'est une arme défensive, rappelons-le. C'est une arme défensive et en plus il faut du temps pour que les opérateurs soient formés. Il faut environ, je crois, 90 opérateurs, je crois, pour utiliser un patriote et 3 mois de formation. CNN parlait d'une base américaine en Allemagne pour former justement les militaires ukrainiens. Mais alors maintenant, il paraît qu'il pourrait être formé aux États-Unis aussi. Il pourrait être formé aux États-Unis, on ne sait pas encore, mais sur une base américaine en tous les cas. Est-ce que former sur une base américaine, ce n'est pas de la co-belligérance? On se pose aussi la question. Et tout en rappelant que les Américains ne sont pas les seuls à avoir les patriotes. Il y a d'autres pays qui pourraient fournir à l'Ukraine des patriotes. Et,